Bonjour à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour la présentation, enfin, pour le webinaire formateur diversifier vos approches pédagogiques. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Marie Sandré, donc moi-même Anissa Benmeidi, donc responsable pédagogique Vaelia, et Marie Sandré, qui est formatrice de formateurs donc chez Vaelia et qui va nous présenter donc cette thématique. Donc avant de commencer, donc merci en tout cas d'avoir patienté quelques instants, voilà pour donc ces quelques minutes. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous signaler en levant la main par exemple que vous nous entendez bien? Donc apparemment c'est OK pour tout le monde. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler d'approches pédagogiques et notamment les 5 raisons de diversifier ces approches pédagogiques. Donc merci Marie, bonjour. Et je vous donne la main pour pouvoir nous présenter ces 5 approches que sont donc la pédagogie par projet, la ludopédagogie, les hackathons ou défis pédagogiques, les classes inversées et le fait d'intégrer les TICE dans ces parcours. C'est bien ça? Exactement. Donc bonjour Anissa. Donc en effet, aujourd'hui, on va parler un peu des approches pédagogiques. Avant de commencer, je voudrais juste revenir un petit peu sur la manière, sur la facilitation qu'on peut mettre en place en fait pour la participation à ce webinaire. Donc l'idée, si vous êtes d'accord, c'est que en fait on simplifie un petit peu l'usage du chat. Donc quand vous serez d'accord, utilisez les petits plus quand vous êtes d'accord avec le discours. Si vous ne l'êtes pas, les petits moins. Donc plus vous mettez de moins ou plus vous mettez de plus et plus vous êtes d'accord ou moins vous l'êtes. Si à un moment vous souhaitez prendre la parole, utilisez le petit point d'exclamation ou le point d'interrogation si au niveau de mon discours tout n'est pas très clair, et j'essaierai du coup de simplifier ou de reformuler ce que j'étais en train de dire. Alors au niveau du contenu, notre webinaire va durer une vingtaine de minutes. À l'issue de ces 20 minutes, il y aura un temps d'échange et de questions-réponses d'environ une dizaine de minutes aussi. Ce qu'on va aborder, tout d'abord, c'est ce qu'on appelle les approches pédagogiques. Donc de quoi on parle quand on parle d'approche. Pourquoi c'est important et intéressant de varier ces approches dans un contexte de formation professionnelle. Et puis après, on va présenter donc quelques idées d'approche avec notamment les fresques, les hackathons, les classes inversées, la ludopédagogie, comme l'a dit Anissa précédemment. Voilà. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? D'accord. Alors on continue. Très bien. OK. Alors, bon, déjà, les approches pédagogiques, de quoi on parle quand on parle d'approche? Les approches, c'est toujours une notion qui est plutôt large, et c'est pas forcément un consensus au niveau du monde de la formation pédagogique. Donc ici, on va partir sur la définition de Mérieux, qui est un chercheur spécialisé en fait dans les sciences de l'éducation, et qui va considérer que lui, en fait, une approche pédagogique, et une méthode pédagogique, c'est un courant pédagogique qui cherche à promouvoir certaines finalités éducatives et suggère pour cela un ensemble plus ou moins cohérent de pratiques. Donc à ce titre-là, on va parler de 4 méthodes pédagogiques dans le monde de la formation professionnelle. Donc la méthode expositive, qui est une méthode descendante du formateur ou de l'enseignant vers ses apprenants. C'est l'idée d'un cours magistral. On va avoir ensuite la méthode interrogative, où là, c'est un peu la méthode selon Platon, qui va un petit peu questionner ces différents apprenants et qui, en les questionnant, va faire émerger le savoir. La méthode active va quant à elle mettre l'apprenant au centre de sa formation. C'est lui qui va être moteur dans celle-ci. Et la méthode expérientielle, c'est la méthode active en mode plus, on va dire, puisque pour le coup, c'est l'apprenant qui est à la fois moteur et explorateur de ses savoirs. Donc voilà un petit peu les différentes méthodes sur lesquelles on va se baser au niveau de la formation professionnelle. Alors pourquoi c'est intéressant de varier ces méthodes-là et de ne pas rester cantonné à une seule méthode? En fait, il y a dans les années 80, il y a Howard Gardner qui déjà en fait va parler d'intelligence multiple. Alors cette théorie-là, on est un peu revenu dessus, c'est vrai. Néanmoins, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir
l'apprenant dans une diversité, et dans une diversité dans ses rapports à l'apprentissage. Donc l'idée de l'intelligence multiple qu'il développe, c'est qu'en fait, il y a certaines personnes qui vont se rappeler et qui vont acquérir des savoirs d'une manière plutôt musicale, plutôt visuelle, plutôt personnelle ou interpersonnelle. Et en fait, chacun va mobiliser des sens différents pour acquérir les savoirs et les apprentissages. Donc l'idée, c'est que si on reste cantonné à une seule méthode, en fait, on va parler qu'à une seule intelligence aussi. Donc potentiellement, on va perdre certains de nos apprenants, ou en tout cas, on ne parlera pas à l'ensemble de nos apprenants, ce qui serait dommage dans la formation pour adultes. Donc il y a déjà par rapport à ça, plus on veut parler à des typologies d'apprenants différents, et plus c'est intéressant de varier ces approches. De la même manière, alors ça, c'est le cône d'apprentissage, qui est une théorie qui avait été présentée par Edgar Dell. Alors pour le coup, les pourcentages ont été rajoutés après, et j'ai pas trouvé par qui exactement. Donc on va pas tenir compte de ces petits pourcentages qui sont à côté du cône. Mais par contre, ce qui est intéressant avec ça, c'est que globalement, plus l'apprenant va prendre une part active dans ce qu'il fait, et plus il va intégrer les savoirs et les compétences qu'on va lui transmettre. Et l'objectif de ce cône, c'est de voir qu'en fait, les uns ne s'excluent pas aux autres, mais à l'inverse, ils viennent s'empiler, ils viennent se compléter. Donc en fait, l'idée, ce serait que pour notre formation soit la plus efficace possible, à la fois l'apprenant va être censé lire, écouter, et puis après regarder des images, et puis ensuite aller participer à un atelier, puis mettre en pratique, simuler, etc. Donc en fait, l'objectif vraiment de ce cône d'apprentissage, c'est de montrer les différents types de savoir, et de valider le fait qu'elles se complètent les unes aux autres. Donc en fait, au niveau de nos méthodes pédagogiques, donc nos 4 méthodes pédagogiques, on va les mobiliser selon la compétence qu'on va vouloir transmettre. Là, j'ai repris en fait des complexifications de compétences qui s'appuient sur la taxonomie de Bloom. Donc la taxonomie de Bloom au niveau de la formation professionnelle, elle est assez importante, puisque c'est elle qui va nous permettre de présenter nos objectifs pédagogiques d'une manière adaptée. Et en fait, lui, il va complexifier, enfin bref, il donne des niveaux de complexification de compétences particulières en fonction de la difficulté de ce qu'il y a à acquérir et du niveau d'acquisition des compétences. La première, c'est simplement la mémorisation de la compétence, le fait qu'on sache qu'elle existe. Donc là, pour le coup, quand on veut juste savoir que quelque chose existe, une méthode expositive pour passer l'information, c'est largement suffisant. Ça va vite et c'est efficace. Mais au fur et à mesure, en fait, on va monter dans l'intégration de la compétence par l'apprenant. Et là, en fait, cette méthode-là risque de ne plus suffire, ou en tout cas d'être insuffisante. Et on va avoir besoin, en fait, de plus en plus de temps pour l'apprentissage, et puis d'avoir des méthodes qui soient de plus en plus actives. Donc c'est pour ça que j'ai couplé les différents niveaux d'acquisition de la compétence avec un plan d'apprentissage qui va du niveau moins, donc le plus rapide, au plus, qui sera un petit peu plus long, et aux méthodes pédagogiques. Et aussi, bien sûr, en fait, plus on va aller vers des méthodes expérientielles ou actives, et plus le temps nécessaire pour les apprentissages seront longs, puisque plus les apprenants vont les mobiliser, les mettre en pratique. Et plus ils seront acteurs dans ceci. Voilà, est-ce que ça va par rapport à ce qu'on a pu, par rapport à ce que j'ai pu dire, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Vous pouvez utiliser le chat si vous le souhaitez pour vous exprimer ou donner des retours. En l'absence de retour, du coup, je continue. Alors, donc par rapport à ces approches, donc je vous propose en fait quelques idées alors pas forcément de nouvelles approches. C'est vrai qu'il a été communiqué sur LinkedIn que c'était vraiment lié à des nouvelles approches pédagogiques, mais en fait au final c'est pas tant la nouveauté, mais c'est plutôt des tendances aussi qui vont et qui viennent. Et du coup, dans les approches que je vais vous présenter, il n'y aura pas forcément que des nouveautés. Mais commençons quand même par une nouvelle approche. Pour ça, je vous propose de parler des fresques. Donc en fait, c'est quelque chose que vous avez peut-être découvert. Donc en fait, on en a plusieurs. La première qui a été créée, c'était les fresques pour le climat qui ont été créées il y a 3-4 ans, je crois.
Et ça s'est développé avec Fresque Océane, Fresque de la biodiversité, Fresque du numérique. C'est intéressant parce que c'est une méthode pédagogique qui vient du monde associatif. Et au niveau du monde associatif, en général, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais ils ont énormément d'idées. Et là, cette méthode et cette approche pédagogique fait vraiment partie de cet univers-là qui demande peu de moyens, qui est extrêmement efficace et qui est une bonne idée de méthodologie active pour passer des savoirs. Donc en fait, l'idée des fresques, c'est qu'on va mobiliser différentes images qui représentent des contextes. On va laisser les participants en fait parler sur chacune de ces images-là, et puis au fur et à mesure, on va mettre ces images en interaction. Et on va présenter les rétroactions aussi qu'elles pourraient avoir entre elles. Bon, forcément, vous avez vu au niveau des thématiques abordées, c'est plutôt sur des dominantes écologiques à chaque fois. Mais néanmoins, finalement, tout le monde pourrait créer sa propre fresque en fonction de l'idée qu'il souhaite développer. C'est très efficace sur tout ce qui est sensibilisation, initiation, ou pour tout ce qui est en fait modèle complexe, compréhension d'un modèle complexe. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est le modèle des fresques. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez peut-être? Très bien. Donc, N'hésitez pas à participer dans le chat. C'est vrai que Marie, je t'invite à continuer. Peut-être qu'on aura peut-être des questions à la fin. On prendra peut-être ce temps à la fin. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'était juste histoire d'avoir aussi des retours par rapport à ce qui était dit. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas. Alors, donc après, on va avoir tout ce qui est hackathon. Hackathon, c'est pas extrêmement nouveau non plus. Ça fait, en fait, ça arrive avec les startups et notamment le monde du développement, les hackathons. Et initialement, l'idée, c'est, vous aviez par exemple les 48 heures de la startup ou ce genre de choses. Ça date d'une dizaine d'années. Et en fait, l'objectif, c'est sur un temps donné, mettre en compétition et mettre en mode projet des différents acteurs de domaines différents pour répondre à une problématique ou à un projet et concevoir en fait les bases d'un projet concret et professionnel. Ça, au niveau pédagogique, ça a été repris également et ça fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les apprenants ont déjà un minimum de compétences avant de participer à ce hackathon. En revanche, quand ils vont y participer, ça va être sur un temps relativement court. Donc, en général, c'est sur 1-2 jours, rarement plus. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils répondent à une problématique professionnelle concrète. Donc, on est vraiment dans la mise en situation, dans la professionnalisation. Et en fait, ils vont devoir mobiliser toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir au moment de la formation pour répondre aux cas concrets qui leur seront présentés. Donc, c'est absolument fantastique au niveau de la mise en place. Pour les apprenants, ça leur permet de se challenger, de mettre en pratique tout ce qui aura été abordé au cours de la formation. Donc, ça peut être un bon exercice en termes de clôture de sessions d'apprentissage ou sur forcément des formations quand même plutôt longues ou sur des entre-deux pour valider aussi que les compétences aient bien été transmises. Et de fait, vu que là, ils sont vraiment dans un contexte quand même de stress et de déploiement de compétences et de mise en situation réelle. En général, c'est quelque chose qui les marque aussi et qui va être assez fédérateur par la suite sur l'équipe au niveau du groupe d'apprenants et puis aussi après qui va permettre d'ancrer tous les savoirs qui auront été mobilisés d'une manière assez efficace. Donc voilà, ça c'était le principe du hackathon. Donc même chose, ces hackathons-là, ce sera plutôt sur des formations longues avec des compétences importantes qui auront été acquises précédemment. Donc c'est pas pour contrairement aux fresques par exemple, c'est pas forcément adapté pour un public de débutants ou sur des initiations. On va retrouver après nos fameuses classes inversées. Alors ça, c'est pas non plus très nouveau la classe inversée. Le réseau Canopé, on avait fait l'éloge aux alentours des années 2000. Mais pour le coup, en fait, avec le confinement, on a tous dû retravailler un petit peu nos approches et rajouter un peu du numérique dans ces approches-là.
Donc le contexte des classes inversées fonctionne plutôt bien et a été bien revu et remis au goût du jour. Alors, l'idée en soi initiale de la classe inversée, c'est de dire qu'en fait, la théorie, l'apprenant, il n'a pas besoin du formateur pour l'acquérir. En fait, l'apprenant, il est assez grand, il est censé être responsable de l'acquisition de ses savoirs, donc il n'a pas forcément besoin du formateur derrière lui pour acquérir les savoirs. En revanche, il a besoin du formateur et la valeur ajoutée du formateur, elle est dans la mise en application de ces savoirs-là. Donc, l'idée de la classe inversée, c'est qu'en fait, toute la théorie, on va la transmettre via des capsules. Donc, les capsules, ça peut être de l'e-learning ou ce que vous voulez, finalement, de la vidéo ou un peu ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'apprenant acquiert les savoirs en mode solo avant la formation. Et après, quand il arrive sur le temps avec le formateur, cette fois, ça va être plutôt de la mise en application qui va être promue pour en fait, se confronter encore une fois à la réalité du terrain, c'est-à-dire à la réalité de la mise en application des savoirs qu'il aura pu aborder tout seul précédemment. Et ça aussi, ça fonctionne assez bien parce que ça permet d'aller plus loin. L'apprenant ayant déjà acquis par lui-même tous les savoirs nécessaires à la formation, en fait, ça va permettre d'aller plus loin dans la formation, de répondre à tout un tas de contraintes ou de difficultés réelles que peut se poser l'apprenant sur son lieu professionnel. Donc, c'est intéressant parce que ça challenge à la fois le formateur et les apprenants par rapport à ce qui pourrait être vu ensuite au niveau des cas concrets de la classe inversée. La limite, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les apprenants jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils aient acquis les savoirs en amont de la formation. Et s'il n'y a pas eu un temps dédié vraiment à cette acquisition, en formation professionnelle, c'est rare que les apprenants aient réellement pris le temps de s'auto-former avant de rentrer en formation. Donc, pour que ça fonctionne bien, en tout cas, d'après mon expérience, il faut prendre le temps. Il faut que le temps de l'auto-formation initiale soit pris en compte dans le temps de la formation finale. Voilà. Donc ça, c'était le principe des classes inversées. La ludopédagogie, elle aussi, elle a le vent en poupe. Alors, même chose, c'est pas tout à fait nouveau, hein, le fait de s'appuyer sur du jeu en formation. De toute façon, le jeu, c'est même chez les animaux en soi, hein, c'est la base de l'apprentissage. Donc pour nous, forcément aussi. En revanche, ce qui est intéressant, c'est aussi les nouveaux outils numériques qui nous permettent d'aller plus loin dans cette ludopédagogie. Alors, on va pas se mentir, c'est-à-dire que tout ce qui est les jeux tels que les Lego, tels que les mots images avec le Dixit, tout ce genre de choses, continuent à être extrêmement efficaces en formation. Mais vous avez des outils numériques aussi qui sont assez cool. Voilà, vous avez par exemple Geniali qui va être vraiment fantastique pour développer tout ce qui est escape game, pour développer aussi tout ce qui est quiz plus ou moins interactif. Vous avez aussi tout un tas d'outils pour vraiment le quiz avec par exemple Kahoot ou Quizzes qui vont vous permettre de mettre en place des quiz challengeants pour vos apprenants. Donc c'est assez intéressant parce que en soi pour nous ça nous permet d'évaluer les acquisitions des savoirs, donc évaluer en fait nos acquis pédagogiques. Et ça permet de l'évaluer sans le stress que pourrait avoir l'apprenant sur un contexte d'évaluation un peu plus cadré, un peu plus officiel en fait. Ça reste ludique. Pour lui, ça le challenge par rapport au groupe, parce qu'en général, il y a un petit côté où on va avoir un podium à la fin, on va avoir une classification, donc il y a ce petit côté où on a envie de gagner quand on est l'apprenant. C'est sympa, et pour autant, c'est évaluant. Ah, excusez-moi. Donc ça évaluera bien aussi tout ce qui est compétences. Et étant donné que l'évaluation des compétences dans la formation professionnelle, c'est quand même un critère Calliope, c'est pas négligeable. Voilà, donc là, c'était un petit aparté sur la ludopédagogie qui est un vrai domaine en soi. Et vous avez des bonnes références d'ouvrages aussi dédiées uniquement à la ludopédagogie. Et pour finir, parce que bon, quand même, c'est difficile de passer à côté, donc je vais juste parler rapidement du métavers et de la réalité virtuelle. Alors, vous avez sur Toulouse une chouette entreprise de réalité virtuelle pédagogique, qui est Numix, qui fait des trucs vraiment top. Pour autant, à l'heure des accords de Paris, à l'heure du dernier rapport du GIEC, peut-être ça peut valoir le coup de s'interroger un petit peu
sur l'apport de cette réalité virtuelle et de ces métavers dans la pédagogie. Il y a de plus en plus d'universités qui s'y mettent. Il y a la Sorbonne qui s'y met, il y a ParisTech aussi qui s'y est mis et qui s'y est mis maintenant sur plusieurs de ces modules. Donc, on commence à avoir du retour derrière. À mon sens, c'est un peu comme à chaque fois qu'on va utiliser le numérique en formation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il y ait une plus-value dans l'utilisation de ces outils-là par rapport à notre formation. Et ça va être la même chose en fait pour la réalité virtuelle, ça va être la même chose pour nos métavers. À savoir quand même que ce qui est intéressant, c'est la petite étude de Grimité qui nous dit que visiblement dans 30 ans, on n'aura plus de numérique si on continue sur cette consommation actuelle. Donc voilà, ça fait partie aussi des domaines de réflexion qu'on peut mener par la suite et sur les projections qu'on peut avoir par rapport à notre métier de formateur, par exemple. Et sur ce, je vous propose en fait de prendre le temps pour répondre à vos questions et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et maintenant, je vous propose de poser vos questions, vous, en fait. Voilà. Oui, merci en tout cas Marie pour cette présentation. C'est vrai que ça donne effectivement une vision assez large de ce qu'on peut mettre en place pour diversifier ses pratiques en tant que formateur, en sachant qu'effectivement on est donc dans une période où en fait les apprenants en fait ne vont plus accepter en fait une formation de formation descendante, où ils ont besoin effectivement que les pratiques soient diversifiées. Et on sait maintenant les neurosciences le confirment. On sait très bien que l'apprentissage se fait d'autant plus sur des pédagogies actives ou expérientielles. Donc, vous êtes sûrement peut-être formateur ou RH derrière vos écrans qui vous êtes inscrits. Donc, voilà, comme vous l'a demandé Marie, vraiment, n'hésitez surtout pas à nous exposer aussi peut-être certaines problématiques ou rebondir sur des choses qu'elle a pu dire. Moi, en tout cas, je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de questions. Moi, j'en profiterai quand même pour vous poser une question, Marie, pour savoir si finalement ces différentes approches en fait nécessitent d'être formées ou est-ce qu'on peut finalement un peu s'auto-former facilement en fonction des différentes approches, les 5 que vous avez données. Alors, c'est un peu comme dans tout au niveau de la formation pédagogique, c'est-à-dire que bien sûr, on peut s'auto-former, et ça, c'est l'avènement de l'ère du numérique qui le permet. Donc, on peut tout à fait s'auto-former. Sauf qu'en général, c'est ce qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de veille, beaucoup aussi de recherche sur la qualité qui n'est pas forcément homogène en termes des formations e-learning qui peuvent être proposées. Donc, bien sûr, on peut aussi se former avec des formations et des formateurs professionnels, pour le coup, qui, eux, ont ce travail de veille qui est réalisé de manière quotidienne. En tout cas, la mienne est largement quotidienne et qui pour le coup, le principe d'être formateur de formateur, c'est que oui, on a une veille active sur tous les domaines de la pédagogie et on a une veille active aussi sur ce qui fonctionne pas. On a déjà testé. Entre nous, on échange sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Donc forcément, passer par une formation avec un formateur spécialisé, ça garantit un gain de temps et ça garantit aussi une qualité sur les compétences qui seront transmises, bien sûr. Et c'est pour ça que je crois, Anissa, tu avais des dates de formation à proposer. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, je vais peut-être partager du coup mon écran. Alors, je vais les donner. Alors, apparemment, le partage d'écran ne se fait pas de manière fluide. Donc, en fait, on a des dates, en fait, 3 jours de formation les 26, 27 et 28 octobre, donc avec Marie, sur une formation qui s'appelle l'essentiel de la formation de formateur. Donc, au cours de laquelle, je ne sais pas si Marie voulait en parler davantage, au cours de laquelle elle donne une vision exhaustive, en fait, du métier de formateur et de sa posture. Tout à fait. C'est une formation de 3 jours, en effet, qui permet d'avoir un bon tour d'horizon sur le métier de formateur, sur la gestion des groupes aussi, et sur aussi tout ce qui est l'ingénierie de formation. Ok. Très bien, très bien. Donc, écoutez, si vous n'avez pas de questions, j'imagine que Marie a été très exhaustive et très claire dans sa présentation. Donc, tant mieux. Merci beaucoup, Marie. Nous, on se retrouve, en tout cas, vous avez des prochains webinaires qui sont prévus donc, le lundi 20 juin
donc sur AutoCAD à la découverte des fonctionnalités 2D, 3D. Le 5 juillet sur gérer les conflits et l'agressivité. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse, on va en parler autour de vous. On a également, le 7 juillet, une inauguration des locaux de Mérignac, de va-et-vient Mérignac, donc de 9h30 à 17h30, donc en journée, en soirée. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Donc sur le site inauguration.nvl.fr, les informations sont aussi présentes sur le site internet. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation et puis n'hésitez pas effectivement à nous contacter. Vous allez recevoir un formulaire suite au webinaire. N'hésitez pas à le compléter. On pourra revenir vers vous pour la moindre question ou demande. Encore merci Marie et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée à toi aussi. Au revoir Anissa. Marie.